Bienvenue dans l'émission Citrique. Comme d'habitude, nous commencerons par quelques brèves qui traitent de l'actualité suisse. Ensuite, Arnaud va aborder la place de notre confédération dans le monde avec la visite de Ban Ki-moon à l'Assemblée fédérale. Alizé nous parlera du débat au Conseil des États sur la malbouffe nocturne. Pour finir, dans le focus de la semaine, Romain s'attaquera aux tentatives fribourgeoises d'intégrer le patrimoine mondial de l'UNESCO. Passons tout de suite aux brèves. Viens chez nous, pauvre riche! Le quotidien français Libération a fait sensation grâce à sa une montrant Bernard Arnault sur le départ après sa demande de nationalité belge, le tout titré d'un « Casse-toi, riche con ». Ami de Nicolas Sarkozy, Bernard Arnault a pris un soufflet dans cette affaire. C'est en effet très mal vu visiblement de quitter son pays d'origine ou de demander une nationalité ailleurs en temps de crise. Le problème, c'est qu'en France, c'est tout simplement mal vu d'être fortuné. Que leurs riches restent chez eux ou qu'ils aillent ailleurs, ils sont jamais contents, ces Français. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la 4e fortune de France a choisi la Belgique au lieu de la Suisse. Est-ce qu'il a eu peur de la loi Weber, ce brave monsieur? Parce que, comparé à la Belgique, on a un meilleur chocolat, des vraies montres, une plus belle vue, et surtout, on s'entend tous bien dans le pays. Alors allez, je te bicre, Bourbine, là, hein? Contre la fumée abusive. Alors que les cantons votent pour la loi contre la fumée passive, un chauffeur de bus genevois semble montrer clairement son avis. Il est contre. La preuve, il a été vu par un passager une cigarette au bec cachée derrière son volant. La raison, il pleuvait, il ne voulait donc pas se mouiller juste pour sa dose de nicotine. C'est là qu'on voit que la loi pour laquelle on va voter a du plomb dans l'aile. Parce que si même ceux qui devraient la faire respecter y contreviennent, eh ben, où va le bus? Le jeu du mouchoir lausannois. L'école primaire, c'était chouette. Pas de soucis, pas de responsabilité. Prenez le jeu du mouchoir, on posait le mouchoir derrière son petit camarade, tournait autour du cercle, on allait prendre sa place assise pendant que lui se retrouvait debout à trottiner bêtement derrière nous. À la municipalité de Lausanne, c'est le même jeu, mais en plus grand. Le mouchoir, c'est la police. Personne n'en veut, on essaie de s'en débarrasser, coûte que coûte, histoire de ne pas avoir trop de responsabilités. Car c'est nul, leur responsabilité. Récemment, le popiste Villemier a donné la police au socialiste Junot. Et on trottine en attendant de trouver un camarade plus lent que soi derrière qui on va reposer le fardeau. Pendant ce temps, les criminels et délinquants en tout genre courent toujours, mais eux, personne ne les poursuit. Qui a dit que la vie était un jeu d'enfant? Il jouait du violon debout. À Gland, il est mal vu d'exhiber le sien, surtout devant des enfants. C'est pourtant ce qu'aurait fait un jeune professeur de musique indépendant, avec 8 de ses élèves qui lui ont rendu la vie plutôt dure, visiblement. Un prof de musique sort son archet à Gland et finit au violon. Voilà une histoire bien rocambolesque pour ce petit village du bord du Léman. Un non-meurtre presque parfait. À Hong Kong, et c'est véridique, une femme peut tuer son mari adultère à main nue et liquider comme il lui plaît la maîtresse de celui-ci. Ça fait rêver, sauf qu'au tribunal correctionnel de Genève, ce n'est pas le même topo. Un homme risque jusqu'à 10 ans de prison pour avoir simplement eu l'intention de tuer l'amant de sa femme en prenant contact avec un tueur à gages. Le pauvre homme ne voulait pas se salir les mains. Malheureusement, on ne peut même plus faire confiance au malfaiteur, celui-ci étant policier sous couverture. Le mari aurait mieux fait de prendre exemple sur ses paires de Chine et d'effectuer le sale besogne à main nue. À défaut d'avoir laissé des empreintes sur le cou de l'amant de sa femme, il est maintenant bien emprunté. Bon Arnaud, alors maintenant parle-nous du scoop de l'automne. Oui, Lucas, alors... Il y a un problème? Ben, je retrouve plus la brève. En fait, donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut faire comme tous les autres médias. Ouais, moi j'ai vu un sujet qui réapparaissait souvent dans les médias. Ouais, c'est l'automne. C'est l'automne. Alors préparez-vous car il va faire moins chaud, il y aura moins de soleil et les feuilles des arbres vont tomber. Et maintenant, l'actualité. Alors Arnaud, où est-ce qu'elle en est notre petite confédération? Oui Lucas, pour fêter les 10 ans de l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies, son président Ban Ki-moon a fait une petite visite à l'Assemblée fédérale pour féliciter ses amis parlementaires. En 2002, on prédisait à la Suisse un rôle majeur dans la politique mondiale. Elle incarnait même la multiculturalité de notre monde, disait-on. Son entrée dans l'ONU laissait présager un rayonnement de nos valeurs de tolérance et d'acceptation dans les recoins les plus sombres de notre belle terre, certes.
Mais derrière ces belles paroles, la réalité est plus grisâtre, car ces dernières années, dans notre monde, ce n'est pas vraiment la multiculturalité qui règne, mais plutôt le déchirement social, la pauvreté, les famines, les guerres civiles et de religion, le racisme et l'injustice humanitaire, j'en passe, et des pires. Alors on peut raisonnablement se demander, la Suisse aurait-elle failli à sa tâche ? D'un côté, elle est facile à comprendre, cette débâcle, parce qu'en Suisse, on peut dire qu'au niveau de tolérance et acceptation de l'autre, on n'a pas vraiment cartonné non plus ces 10 dernières années. Disons juste que les moutons noirs des affiches UDC au niveau CV humanitaire, ça laisse à désirer. Certains diront que les gens de couleurs différentes sont représentés dans notre débat politique. Oui, ils sont présents, mais dépeints comme des parias, marginalisés, et on nous demande de leur botter le postérieur hors de nos frontières. Et en majorité, il semblerait qu'on approuve, puisqu'on a voté pour. Vive l'acceptation. Hein. Puis les missiles minarets qui déchirent notre drapeau au niveau paix des peuples, on a déjà fait mieux. Pas beaucoup mieux, mais certainement jamais pire. Et là encore, la majorité a adoubé ce projet d'amour de son prochain. Du coup, la visite de Ban Ki-moon à l'Assemblée fédérale, elle perd un peu de sa saveur. On espère juste qu'il ne prendra pas trop exemple sur la Suisse pour diriger le monde. Sinon, on n'est vraiment pas sorti du regard. Alors Alizé, c'est quoi cette histoire de goûter à 4h du mat'? Alors Lucas, figure-toi, on commence à comprendre pourquoi certains élus peuvent s'endormir lors des sessions. Les débats au Conseil des États deviennent de plus en plus intéressants. Ils se préoccupent toujours plus des problèmes qui freinent notre société. Voilà que ces derniers jours, ils ont enfin mis le doigt sur le nœud de ces soucis qui entrent nos douces Helvéties. La malbouffe des travailleurs du soir et de la nuit. Marre de ne manger que des sandwichs avariés ? Le Conseil d'État se penche sur votre cas. L'initiative de Christian Lucher prend enfin les choses en main. Il faut libéraliser l'ouverture des shops la nuit sur les autoroutes afin qu'on ait aussi des produits frais si on a un petit creux à 3h du matin. Comment ignorer que les vampires de chez nous ne se nourrissent pas de sang, mais de salades, de tomates, de viande et de fromage frais ? Grâce à cette initiative, nous serions tous logés à la même enseigne, une sorte de communisme de la nourriture, mais avec les prix des stations-service. 5 francs la pomme, ça vaut la peine. Charles Poncet appuie que nous touchons ici à un problème de santé publique. Il faudrait que les parlementaires prennent un peu soin de leurs gentils citoyens quand même. Jean-Christophe Schwab, quant à lui, ne penserait qu'à l'argent. Selon lui, déjà que ceux qui bossent la nuit coûtent beaucoup aux assurances maladie avec leurs insomnies diurnes et tous les problèmes qui y sont liés, alors en plus, si on doit payer pour que les magasins restent ouverts pour eux, c'est le pompon. En attendant de connaître la fin de ce débat pour le moins croustillant et que les deux hommes en aient terminé avec leur guéguerre, je tiens à remercier le Conseil d'État de prendre le problème de la majorité tellement à cœur. Quand ils en auront fini, je pense qu'ils pourraient s'intéresser à la réhabilitation des marmottes dans les milieux alpins et peut-être, mais seulement s'ils ont encore un peu de temps, ils pourraient jeter un coup d'œil à l'économie. Allez, passons maintenant au focus de la semaine avec Romain. Ça y est, 167 traditions des cantons helvètes vont être soumises à un organe qui en choisira certaines pour les présenter cette fois au Conseil fédéral qui, s'il les retient, les soumettra ensuite à l'UNESCO afin d'espérer peut-être l'éventuelle future inscription d'une tradition suisse au patrimoine mondial. Sur le lot, 11% de ces coutumes listées sont fribourgeoises. Un bien gros chiffre pour un canton, somme toute, d'importance limitée. Oui, bon, faut dire qu'ils extrapolent un peu, les fribourgeois. Se sentent-ils délaissés au milieu de la Suisse ? Parce qu'ils s'attribuent carrément le corps des Alpes, le Yass, la lutte, le tir fédéral en campagne et aussi la fondue, car celle-ci serait généralement réalisée avec du fromage fribourgeois. En gros, si on prend la meule de gruyère qui représente la Suisse, Fribourg, c'est tout ce qui se trouve entre les couennes pour eux. Ils ont aussi la bénichon, fête traditionnelle au cours de laquelle on boit, on danse et on chante. Alors oui, c'est traditionnel, comme un petit peu chaque jour de l'année, quoi. Mais pour être certain d'avoir des excuses pour nocer comme des fous, les fribourgeois, ils ont encore inventé le recrotzon. En gros, on prend la bénichon et on recommence avec la même 2 semaines plus tard. On comprend pourquoi ils sont si fiers d'avoir tant de traditions. Ils s'attribuent celles du pays entier et en plus ils dédoublent les leurs. Enfin,
Manque plus qu'ils s'attribuent le 1er août et le serment du Grutli, et ils seront certains d'y être au patrimoine mondial. Merci d'avoir regardé l'émission Citrique et à la semaine prochaine.